Et on va rappeler une façon qu'on a de démontrer qu'une fonction est continue, parce que c'est ça qui va nous servir, c'est ça qui sert dans la démonstration. Et c'est certainement l'une des applications phares de ce théorème, qui est le théorème, le critère séquentiel de continuité. Rappel, critère séquentiel. De continuité. Alors, soit, disons, oméga inclus dans Rn, une partie d'un certain espace vectoriel, enfin de Rn pour une certaine valeur de n, et soit, disons, f, une fonction de oméga dans R, disons, ou dans C, peu importe, et disons A, un point de oméga. Disons les choses comme ça. Alors, et en fait, on pourrait même prendre dans l'adhérence. Allez, on va prendre dans l'adhérence de oméga. Alors, f admet une limite en A. Dans R, si et seulement si, pour toute suite xn dans oméga qui va tendre, alors ici c'est x dans oméga dans cette histoire, si et seulement si, quelle que soit la suite xn de points de oméga, dès lors que cette suite xn tend vers A, on a nécessairement que f, et que cette limite, disons, vaut L, f de xn, quand n tend vers l'infini, converge elle aussi vers L. Alors, ceci va nous permettre de remplacer les questions de continuité avec des epsilon et des delta ou des ouverts, dans le cas spécial des intégrales à paramètres, par des questions de convergence, de suite d'intégrales cette fois, où on aura pris une suite de paramètres qui va tendre vers le paramètre en lequel on aimerait bien établir la continuité de l'intégrale à paramètres. Et donc on va énoncer maintenant ce théorème de continuité des intégrales à paramètres, une version. Donc, théorème, continuité sous le signe intégral. Alors, on va se donner un ensemble de paramètres, donc disons lambda, dans un espace vectoriel normé V. Disons, ouais, peu importe, une partie de V, espace vectoriel normé. Alors ici, j'ai pris Rn, mais j'aurais très bien pu prendre un espace vectoriel normé quelconque. Soit lambda, donc une partie de V, donc lambda, ce sera notre espace de paramètres. Et I un intervalle de R. Soit aussi f, ou disons, oui, on va l'appeler f minuscule, une fonction de lambda croix I dans R, mais là, comme avant, on aurait très bien pu prendre C,
ça ne change rien du tout, une fonction satisfaisant les choses suivantes. Alors, on va demander des choses naturelles. Donc, premièrement, quel que soit le paramètre lambda, on va demander à ce que f lambda virgule t soit intégrable par rapport à t sur i. Donc, pour tout paramètre lambda, l'application de i dans R qui a t associe f de lambda t soit continue par morceau intégrable sur i. Alors, il se trouve que cette condition d'intégrabilité, vu l'hypothèse de domination qui va suivre, est en fait inutile, mais je la dis quand même. Enfin, elle découle du reste, mais je mets quand même l'accent dessus. Donc on suppose que pour tout lambda, l'application ici soit continue par morceau intégrable sur i. Et on va supposer, par exemple, disons que, quel que soit t dans i, f de t, l'application de lambda dans R, qui a lambda minuscule associe f de lambda t, soit continue en lambda 0. Et on va se donner un lambda 0 paramètre. Et enfin, l'hypothèse la plus importante de l'eau, enfin techniquement la plus importante, c'est l'hypothèse de domination qui suit. On demande aussi qu'il existe une certaine fonction g. On va prendre à nouveau de i dans R et à valeur positive, donc dans R+, qu'on va demander intégrable sur i, continue par morceau intégrable. On va par ailleurs supposer que cette fonction g domine toutes les fonctions de la sorte, f lambda de t devient f lambda de t, en tout cas pour t suffisamment proche de lambda 0, et il existe un certain rayon R strictement positif, tel que quel que soit lambda dans lambda, et quel que soit t dans i, si lambda est assez proche de lambda 0, R, alors on demande que f de lambda t en valeur absolue soit plus petite que g de t. Alors, donc je répète, ça force en fait que, en tout cas pour lambda assez proche de lambda 0, que ces fonctions-là soient intégrables sur i. Bref, dans ce cas, alors, donc, on peut définir l'application qu'on va noter f majuscule, qui va prendre en entrée un paramètre et recracher la valeur de l'intégrale sur i de f, R, et qui associe à un paramètre l'intégrale de f lambda t dt sur i. Alors, cette fonction va admettre en lambda 0 un point de continuité. Donc, f est continu en lambda 0. Ok, et avec ce qu'on a démontré avec ce qu'on a rappelé le théorème de le critère séquentiel de continuité ou de limite si on veut, et le théorème de convergence dominée, ce théorème est une conséquence immédiate. Donc, démonstration.
Donc ceci va découler immédiatement du théorème du critère séquentiel de continuité et du théorème de convergence dominée Donc, pour démontrer que f est continu en lambda 0, il suffit de voir que pour n'importe quelle suite de paramètres qui tend vers lambda 0, disons une suite lambda n, la suite f de lambda n doit tendre vers f de lambda 0. Donc, soit lambda n, on va prendre peut-être, pour éviter d'avoir du lambda 0, soit lambda n une suite de paramètres indexés par les entiers naturels non nuls, tels que lambda n, quand n tend vers plus l'infini, tendent vers lambda 0. Donc, on veut montrer que f de lambda n tend vers f de lambda 0. Et bon, ça va découler immédiatement. Posons pour tout entier naturel non nul, posons f n, la fonction de i dans R qui a t associe f de lambda n t. Alors, cette suite est, par hypothèse, donc on a que quel que soit, on a directement que fn converge, et posons peut-être f aussi, et f, la fonction de i dans R, qui a t associe f de lambda 0 t. Donc ce sont des fonctions continues par morceaux, intégrales, sur i. Alors si on avait comme seule hypothèse, si on n'avait pas supposé dès le départ que pour tout paramètre, f de lambda t est intégrable contre t, mais seulement que pour le paramètre assez proche de lambda 0, intégrabilité, alors en fait il faudrait extraire une suite, il faudrait prendre en gros lambda n suffisamment proche de lambda 0, ce qui existe puisque un rang au-delà duquel on est très proche existe puisque lambda n tend vers lambda 0. Bref, faisons le plus simple possible, on a fn et f qui sont toutes continues par morceaux intégrables sur i. Ensuite, fn, elle va converger simplement sur i vers la fonction f. Et ça, c'est cette hypothèse qui va nous le dire, puisque la convergence simple consiste à fixer un point t un temps t dans i, et à faire bouger le paramètre qui, ici, est le paramètre entier qui indice les fonctions. Et donc à t fixé, l'hypothèse 2 nous dit que lambda devient f de lambda t et continue. Lambda n, par hypothèse, tend vers lambda 0, donc à t fixé, f de lambda n tend vers f de lambda 0 de t. Peut-être plutôt f de lambda n t tend vers f de lambda 0 t. Donc en effet, si t appartient à i, on a f n de t qui est égal à f de lambda n t, qui d'après l'hypothèse 2 ici, tend, quand n tend vers plus l'infini, vers f de la limite de lambda n, lambda 0, f de lambda 0 de t, et f lambda 0 de t, ça n'est autre que
f de t. Ok, on a une suite de fonctions continues par morceaux intégrables sur i, qui par ailleurs, qui maintenant en plus convergent simplement vers la fonction f sur i. Et l'hypothèse 3 va nous fournir une domination, en tout cas pour n suffisamment grand. Donc, puisque lambda n tend vers lambda 0, il existe un rang n0 au-delà duquel, si n est assez grand, on a lambda n moins lambda 0 plus petite que R. Ok, donc on va se concentrer maintenant seulement sur la suite Fn avec n supérieur égal à lambda 0. Donc on a alors, pour tout n antinaturel, et pour tout t dans i, si n est assez grand, alors, avec cette même fonction g, on aura f n de t moins f de t plus petit que g de t. Oups, c'est pas ça. Fn de t plus petit que g de t, et ceci puisque on est dans le cas de figure lambda n plus petit que lambda 0, et fn de t, c'est f de lambda n t. Donc ceci s'applique, on est plus petit que g de t, et on a tout, on a la domination. Donc d'après le théorème de convergence dominée, on a bien la conclusion intégrale de Fn tend vers intégrale de f sur i. Fn, c'est ceci. L'intégrale de Fn, c'est f lambda n. Et pour les mêmes raisons, f, c'est f minuscule avec lambda 0. Donc ça, c'est f lambda 0. Ok, très bien. Et maintenant, le critère séquentiel s'applique. Pour toute suite de paramètres qui tendent vers lambda 0, f de lambda n tend vers f de lambda 0. D'après le critère de séquentiel de continuité, on a obtenu que f est continu en lambda 0, puisque ceci est vrai pour n'importe quelle suite de paramètres tendant vers lambda 0. Comme lambda n tendant vers lambda 0 était arbitraire, quelconque, on a d'après le critère séquentiel de continuité que f continue en lambda 0. Ok, donc on voit que voilà, que bon, c'est pas très méchant comme corollaire du théorème de convergence dominée, et le théorème de continuité de classe C1. Et en général, en fait, on n'utilise pas ce théorème seulement ponctuellement, mais en général, on se sert de ce théorème pour, pas forcément un lambda 0 fixé, mais pour lambda 0 dans un intervalle ou quelque chose, ou dans un ouvert. On démontre grâce à ce théorème, en fait, en général, la continuité ailleurs que juste en un point, mais globale, d'une intégrale à paramètres, continuité en termes de son paramètre. Ok, alors, revenons rapidement sur le théorème de classe C1 sous le signe intégral. Alors, on va aborder maintenant le théorème de classe C1 sous le signe intégral, dont nous rappelons l'énoncé ici.
Alors cette fois, on va peut-être travailler avec un intervalle lambda plutôt qu'une partie dans un espace vectoriel normé, mais ce n'est pas du tout nécessaire comme restriction. C'est peut-être juste plus pratique pour l'écriture. Donc on se donne un intervalle lambda de paramètres et un intervalle d'intégration i. Et comme précédemment, on se donne une fonction de lambda croix i dans R, on aurait pu aller dans C ou dans un espace vectoriel normé de dimension finie si on voulait. Satisfaisant donc les hypothèses suivantes. Alors, peut-être avant de d'énoncer ces hypothèses, le but vers lequel on s'achemine, c'est de trouver un critère qui permet de dériver l'intégrale à paramètres par rapport à lambda. Donc, la première condition qu'on va imposer sur cette fonction, ne serait-ce que pour avoir que ceci soit bien défini, sans cette hypothèse, les choses n'auraient pas vraiment de sens. Donc la première hypothèse totalement naturelle à imposer, c'est que pour un paramètre fixé, la fonction de i dans R qui a t associé f de lambda t soit continue par morceau intégrable sur i. De sorte que la fonction qu'on a envie de dériver soit bien définie. La deuxième condition va être, elle aussi relativement naturelle. Elle concerne l'existence de la dérivée partielle de f par rapport à lambda, et on va demander que ceci soit bien défini sur tout lambda croix i. Et on va aussi imposer des conditions de continuité et d'intégrabilité sur cette fonction, qui seront les mêmes que la condition de continuité et d'intégrabilité qu'on avait imposée pour une fonction dont une intégrale à paramètres, où on ne s'intéressait pas à la dérivée, mais juste à l'intégrale à paramètres. La première chose, c'est que pour tout réel t, plutôt pour tout paramètre lambda 0, la fonction qui a t associe la dérivée partielle de f par rapport à lambda, en lambda 0t, soit continue par morceau intégrable sur i. Alors, à nouveau, je répète cette condition séparément. Elle découle bien sûr de l'hypothèse de domination, mais je le dis quand même. Donc, juste pour mettre l'accent sur à quel point cette condition est naturelle, sans quoi, pour les mêmes raisons que précédemment, sans cette hypothèse, le résultat qu'on pourrait conjecturer n'aurait même pas de sens, a priori. Donc on demande que pour tout paramètre lambda 0, t devient la dérivée partielle soit intégrable. On demande aussi, comme c'était déjà le cas dans le théorème de continuité sous le signe intégral, que à t0 fixé, lambda devienne la dérivée partielle de f par rapport à lambda t0, soit continue en lambda. Alors, intervient l'hypothèse vraiment importante qui est celle de domination, qui a la même tête que précédemment, sauf qu'au lieu de s'appliquer à f, elle s'applique à la dérivée partielle par rapport au paramètre lambda. Donc on demande qu'il existe une fonction continue par morceau intégrable positive qui domine pour n'importe quel lambda 0 qui domine la dérivée partielle de f par rapport à lambda en lambda 0t, de la sorte. Et la conclusion de ce théorème, c'est que la fonction f, qui est donc bien définie d'après la toute première hypothèse, est de classe C1 sur lambda, et que sa dérivée en lambda 0 est obtenue comme l'intégrale de la dérivée partielle de l'intégrande par rapport au paramètre lambda. Voilà, donc ce théorème, on ne va pas faire la démonstration, on a déjà fait la démonstration de le cas continu, mais on peut le démontrer à nouveau par un critère séquentiel. On peut par exemple remarquer que f va être dérivable en lambda 0 si, seulement si, pour toute suite de paramètres qui tendent vers lambda 0, les taux d'accroissement associés en lambda 0 convergent vers la valeur que ça doit être. Donc ça aussi, on peut le traiter en termes séquentiels et donc utiliser le théorème de convergence dominé pour obtenir la convergence des taux d'accroissement et donc la dérivabilité de f. Et enfin, dans la conclusion, on n'a pas seulement la dérivabilité, mais le caractère C1. Et le caractère C1 découle immédiatement de ces trois hypothèses-là, qui sont
pour la fonction dérivée partielle de f par rapport à lambda, pile poil, très exactement, les conditions qu'on avait imposées à une fonction f, qui n'était pas forcément de la forme dérivée partielle par rapport à quelque chose, mais qu'on avait imposé à une fonction f dans le cas de le théorème de continuité sous le signe intégral. Ok, donc on va s'en tenir à ça. Dans une prochaine vidéo, nous traitons de quelques exemples concrets pour apprendre à manipuler ce théorème, et en particulier à trouver des dominations intéressantes, puisque dans chacun de ces trois théorèmes qu'on a présentés, l'hypothèse vraiment phare, l'hypothèse la plus importante, est celle de domination. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.